Alors, j'ai l'impression que tout le monde est dans la salle, donc on va commencer 1 ou 2 minutes plus tôt pour que Bertrand ait un peu plus de temps. Donc là, ça va être 2 conférences. Donc en théorie, il n'y a pas de questions, mais s'il reste un petit peu de temps, vous aurez droit à quelques questions. Et donc Bertrand va nous parler de la NASH, qui est devenue la MASH, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés, notamment en termes de nomenclature et sur le plan thérapeutique. À toi, Bertrand. Merci. J'ai eu le malheur dans nos réunions de préparation de dire que la MASH m'intéressait. On m'a dit OK. J'ai dit OK aussi. On m'a dit t'as 10 minutes. 10 minutes, on va essayer. Il y a quand même beaucoup de choses qui évoluent dans ce domaine, on va en parler. La première chose qui a évolué, c'est en préambule des changements de nomenclature. Vous l'avez tous remarqué, c'est un peu comme dans la CBP. C'était trop stigmatisant de dire non alcoolique. Et c'était un diagnostic sous forme d'exclusion, ce qui compliquait un peu les choses. Et un gros consensus international a proposé de renommer un peu tout ça à partir de la stéatose, steatotic liver disease, en différenciant d'une part la maladie liée à l'alcool, la stéatose liée à l'alcool, l'alcoolique related liver disease, et surtout en mettant de façon séparée les problèmes liés à un dysmétabolisme avec le metabolic dysfunction associated steatotic liver disease ou, quand il y a une inflammation, la MASH qui remplace la NASH. Et alors, pour définir cette hépatopathie dysmétabolique stéatogène, eh bien, on n'a plus besoin que d'un seul critère de syndrome métabolique associé pour définir ce terme, qui sont marqués là. Donc, simplement un suffit. Et c'est intéressant de parler de ce sujet, je trouve, parce que la prévalence est absolument énorme. Ça, c'est une méta-analyse de plus d'une centaine d'études sur plus de 10 millions de patients qui confirme une prévalence globale de 30%. Donc, vous voyez, le maximum est dans les pays en rouge, mais vous voyez qu'en Europe, on est en vert, mais on est quand même à 25%. Donc, c'est un problème extrêmement fréquent. Et donc, dans cette fréquence, il va falloir quand même essayer de trouver les gens qui sont des gens à surveiller et éventuellement à traiter. Donc, en dépistant des facteurs de risque que vous connaissez tous, l'obésité, l'hypertension, la dyslipidémie, l'âge et vraiment essentiellement le diabète, qui est un énorme facteur de risque. On va en reparler. Et si on regarde ces mêmes études faites par les mêmes auteurs, à la fois en 2019 et en 2023, vous voyez que la MASLD est 2 fois plus fréquente chez le diabétique que dans la population générale, 67%, la MASH 41%, et avec des degrés de fibrose élevés qui sont également fréquents. Donc c'est un véritable problème. Et pour donner des chiffres un peu français, moi il y a cette étude que j'ai trouvée assez remarquable, qui est une étude française justement, avec 330 patients diabétiques qui étaient suivis pour leur diabète, mais qui n'étaient pas connus pour avoir une hépatopathie. Et ils ont décidé, ce qui était un peu courageux, de faire une biopsie à tous ces diabétiques dès qu'ils avaient des transaminases qui dépassaient 20 ou 30 selon le sexe. De façon également impressionnante, on trouve des chiffres qui font presque un peu peur, puisque 58% de NASH, donc avec de l'inflammation, une fibrose sévère à 38%, dont 10% de cirrhotiques chez des gens qui étaient totalement asymptomatiques et uniquement suivis pour leur diabète. Donc c'est vraiment impressionnant pour la raison principale qui est que la fibrose, alors ça c'est les derniers chiffres de la Sécu, surtout que ça concerne donc plus de 4 millions de Français, le diabète de type 2. Et le fait de trouver autant de fibrose avec fréquemment de l'inflammation, c'est impressionnant parce que la fibrose est vraiment le principal facteur de risque. Je vous montre une étude là qui est une étude du New England de 2021, mais depuis 20 ans, on a des chiffres qui confirment tous la même chose. La fibrose est le principal facteur associé aux complications et à la mortalité. Vous voyez qu'en fonction du degré de fibrose, on augmente sa mortalité, toutes causes confondues, et évidemment également les complications hépatiques. Alors, comment dépister tous ces patients? Donc, c'est là où il y a un travail de communication avec nos confrères endocrinologues, cardiologues, etc. Et même nous-mêmes, quand on voit des patients hors hépatopathie, c'est dès qu'il y a du diabète, dès qu'il y a de la stéatose, dès qu'il y a du surpoids, pensez à dépister en faisant simplement un FIB4, paramètre simple, gratuit, automatisable, puisque 20% des bilans sanguins faits en France contiennent les paramètres qui permettent de calculer le FIB4.
Si ce FIB4 est rassurant, inférieur à 1,3, on est rassuré. Et s'il est supérieur à 2,67, on est moins rassuré, on complète le bilan. Et quand il est dans cette fameuse zone grise, eh bien, c'est pareil, on refait des contrôles pour déterminer de quel côté on classe le patient. Donc, simplement un détail pour l'âge du patient. Dès qu'il a plus de 65 ans, ça augmente mathématiquement le FIB4 qui contient l'âge dans les paramètres. Et donc, la valeur de cutoff est plutôt à 2 qu'à 1,3. Si on est dans la zone grise, donc, on fait un fibroscan, quelle que soit la technique d'élastométrie, fibroscan, shear wave, ARFI, et en fonction de la mesure, inférieur à 8 kPa, on continue à surveiller le patient, et supérieur à 8, on complète le bilan hépatologique. Donc c'est simple, c'est validé, c'est admis par toutes les sociétés savantes américaines, européennes, de gastroentérologie ou d'endocrinologie. Donc c'est à peu près le même schéma qui est retenu par toutes ces sociétés. Et ça me fait vous rappeler quelque chose qui me paraît important, c'est qu'on va changer de raisonnement par rapport à la biopsie hépatique. La biopsie hépatique, on l'utilise parce qu'on sait très bien que le degré de fibrose est pronostique. On a besoin donc d'une évaluation du degré de fibrose. On fonctionne comme ça depuis qu'on est nourrisson en gastroentérologie. Et on a développé, pour faire moins de tests hépatiques, on a développé des tests non invasifs qui visent à avoir une équivalence de fibrose. Et finalement, c'est compliqué parce qu'il y a des zones grises, il y a des cut-offs qui changent tout le temps, etc., en fonction de l'étiologie. Et donc finalement, il faut changer de type de raisonnement et se dire, finalement, on a envie de détecter des patients qui sont à risque d'évoluer en matière d'hépatopathie, plus que de connaître leur degré de fibrose en tant que tel. Et le changement de paradigme, c'est celui-là, c'est-à-dire considérons des tests non invasifs, non pas comme quelque chose qui va nous donner un degré de fibrose, F1, F2, F3, mais quelque chose qui va nous dire le patient est à risque ou le patient, on peut le laisser tranquille. C'est ça le gros changement et c'est ça qui va nous permettre de simplifier les choses, ne pas forcément avoir besoin d'un degré de fibrose. Et ça marche parce qu'avec des valeurs pronostiques qui sont bonnes, plus la prévalence d'une situation est faible dans la population générale, plus des tests non invasifs simples comme le FIB4 ont d'excellentes valeurs prédictives négatives. Donc à 90%, si le FIB4 est normal, le patient n'aura pas de problème. Et ça marche parce que si vous voyez sur le schéma de gauche, évidemment en fonction du degré de fibrose, on a plus d'événements hépatiques, mais sans faire de biopsie et sans faire de corrélation avec la fibrose, avec le FIB4, on a exactement le même résultat. Si vous avez un FIB4 qui est supérieur au cutoff supérieur, vous avez plus de risque de faire des événements hépatiques et une mortalité augmentée. Donc un mot sur la prise en charge thérapeutique. Alors je ne vais pas vous parler de ce qui est plus ou moins abandonné. Je ne vais pas vous parler d'endoscopie et de chirurgie. Je ne vais pas vous parler tellement de mesures hygiéno-diététiques. Mais juste pour vous rappeler simplement au niveau nutritionnel que la prise en charge, évidemment, ça reste le socle de la prise en charge que de dire de respecter les règles hygiéno-diététiques. On a des preuves pour ça, qui sont à consolider quand même un petit peu, mais on a des preuves qui montrent que si on dépasse 7% d'obtention de perte de poids, on a une amélioration de la NASH et on a une amélioration de la fibrose. Le seul problème, c'est que moins de 10% des patients arrivent à ce résultat et un problème encore plus important, c'est que dans la durée, il y en a également 15% qui y arrivent, qui n'y arriveront plus quelques temps après. Donc il faut autre chose pour les aider à perdre du poids, pour un certain nombre d'entre eux. On va peut-être avoir de l'aide prochainement on va peut-être avoir de l'aide avec des médicaments qui vont être progressivement disponibles et principalement des agonistes des récepteurs GLP1. On va également avoir un développement d'une pharmacopée qui va augmenter progressivement également et qui va chercher à agir sur tous les phénomènes qui participent à l'apparition de cette inflammation qui va être elle-même source de fibrose, agir sur le métabolisme, l'inflammation, mais aussi le microbiote et directement la fibrose elle-même. Beaucoup de choses vont arriver, pas forcément à la vitesse qu'on veut, mais vont arriver.
Je vous rappelle sur cette diapo deux choses qui me paraissent importantes. La construction des essais, tout ce qu'on va voir arriver de la part des firmes prochainement est un peu sur le même modèle. Les designs qui ont été demandés pour les études d'enregistrement, des phases 3, en accès précoce, en accès rapide, se font sur un consensus. Normalement, la NASH, c'est un diagnostic histologique. Il faut de la stéatose, mais il faut surtout obligatoirement de la fibrose et de l'inflammation. Donc, dans les essais sont inclus des patients qui ont eu une biopsie hépatique avec un diagnostic de MASH, avec des scores histologiques comme le NAS, qui doit être supérieur à 4, et un certain degré de fibrose, et avec des objectifs primaires qui sont des objectifs primaires histologiques, basés sur un consensus qui est commun avec la FDA et l'Agence européenne du médicament, qui dit qu'il faut obtenir une résolution de la MASH sans aggravation de la fibrose, et une amélioration de la fibrose, si possible, sans aggravation de la MASH. Et les études sont construites pour aller vite avec des études d'enregistrement qui sont d'abord sur 12 à 18 mois à peu près, qui peuvent, si les critères sont atteints, permettre d'obtenir une approbation conditionnelle. Conditionnelle à quoi? Conditionnelle à la poursuite de l'étude sur plusieurs années, en général 5 ans, qui vise à quand même savoir si on a l'objectif principal qui est un objectif clinique qui va être atteint, c'est-à-dire améliorer la survie du patient et la diminution de ses complications. Donc des objectifs cliniques qui sont là responsables d'une approbation définitive. Tout ce qu'on a vu ces dernières années, c'est fini. Des molécules ont baissé les bras. Vous avez la liste là. Il y en a plein en préparation qui sont de mécanismes d'action différents. Et puis, il y a un nouveau-né qui est le resmetirom, qui a eu son approbation cette année aux États-Unis, suite à une phase 3 convaincante, dont voilà un résumé. D'abord, c'est un agoniste des récepteurs bêta du récepteur de l'hormone thyroïdienne qui a une action hépatique sélective et qui est différent des autres récepteurs qui ont des actions extra-hépatiques surtout. Et ce médicament réduit la lipogénèse, diminue les triglycérides, majore la bêta-oxydation, a que des actions favorables sur les phénomènes qui nous intéressent. Et ça marche. Ça marche. À droite, à gauche, résolution de la MASH sans aggravation de la fibrose, c'est significatif. Il y a 2 dosages, 80 et 100 mg, qui vont un peu dépendre du poids du patient. Et à droite, amélioration de la fibrose d'au moins 1 point sans aggravation de la NAS, du score NAS, également de façon significative, pour une tolérance qui est correcte, avec, comme tous les médicaments qui vont nous arriver, principalement des effets secondaires digestifs, mais sans effets secondaires graves par rapport au placebo, comme vous le voyez sur la droite. Le resmetirom, en pratique, a été autorisé aux États-Unis sans avoir besoin de biopsie hépatique, à la dose de 80 mg et 100 mg si le patient dépasse les 100 kg. Il y a quand même beaucoup de questions en suspens. Vous pourrez aller voir nos amis de chez Madrigal sur les stands pour avoir des réponses au fur et à mesure. Est-ce que les 2 dosages vont être disponibles en France? Est-ce qu'on aura, quelles sont les conditions précises d'utilisation chez nous? Je vous dis un mot des agonistes GLP1 que j'ai mis tout à l'heure dans les phases 3 en action. L'agoniste du récepteur GLP1 qui ont des effets, c'est pareil, des effets pléiotropes sur le métabolisme, mais avec principalement l'obtention d'une perte de poids qui améliore le reste. L'essai de phase 3 Essence vient de donner ses résultats récemment sur des adultes avec les mêmes conditions d'inclusion versus placebo. Et vous voyez qu'on est à cette fameuse analyse intermédiaire qui montre que ça marche. Critères principaux, résolution de la MASH sans aggravation de la fibrose ou l'amélioration de la fibrose sans aggravation de la MASH. C'est significatif. Les critères secondaires montraient qu'évidemment on perdait beaucoup de poids avec ce médicament et qu'on avait même aussi des différences significatives en matière de résolution de la MASH avec amélioration de la fibrose. En matière de tolérance, c'est pareil. Vous voyez que c'est surtout des effets secondaires digestifs qui vont probablement un petit peu limiter l'utilisation et faire que des gens vont peut-être abandonner le traitement, mais globalement, rien de sévère. Donc l'avenir, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas très bien, mais il n'y aura certainement pas de molécule miracle qui agira sur la stéatose, l'inflammation, la fibrose, tout à la fois. C'est probablement des combinaisons qui vont être intéressantes. Et là, en parlant des 2 médicaments que je vous ai cités, on se demande si les agonistes des récepteurs GLP1 qui ont des mécanismes essentiellement extra-hépatiques
amenant à une perte de poids et des avantages métaboliques avec du resmétirum qui pourrait résoudre la MASH par son mécanisme intrahépatique. Est-ce que ça ne peut pas être une forme d'avenir? Donc, juste en quelques messages en conclusion, la MASH, c'est silencieux et sous-estimé, je pense, même par nous-mêmes, si on ne fait pas assez attention. Il faut garder à l'esprit que les facteurs de risque sont bien connus et nous obligent à communiquer avec nos confrères des autres spécialités, que le FIB4, c'est simple, ça marche et c'est validé, qu'il faut penser les choses autrement en matière de facteurs pronostiques et vraiment utiliser ces tests non invasifs régulièrement, que quand même les règles hygiéno-diététiques, c'est la pierre angulaire du traitement qui est d'ailleurs dans les AMM associée à l'utilisation des nouveaux médicaments, qu'il faut se tenir au courant des évolutions pharmacologiques et savoir un peu les critiquer quand on voit les résultats arriver, analyse critique en tout cas, que le resmétirum, c'est le premier traitement approuvé dans la MASH aux États-Unis sans cirrhose, avec des arguments pour montrer qu'avec la cirrhose, ça marche quand même aussi. Et qu'il y a quand même beaucoup de questions résolues, combien de temps non résolues, combien de temps on va faire ce traitement, etc., etc. Merci pour votre attention sur ce sujet qui ne concerne pas que la santé. Merci beaucoup Bertrand. Alors, la place pour une question. Ah, ça n'intéresse pas tout le monde. Hein. Non, c'est que tu as été très clair, je crois. Voilà. Ah, une question. Donc j'exerce en libéral et la question de la stéatose, elle me pose vraiment problème parce que j'ai l'impression qu'à force de recommandations et de recommandations, on va inonder les cabinets et donc diminuer le temps disponible pour les autres patients pour voir des patients en situation d'obésité qui théoriquement doivent être pris en charge, entre autres, par un cardiologue et un diabétologue et, cerise sur le gâteau, des gens dont on apporte des solutions thérapeutiques médicamenteuses, mais chez qui la volonté démontrée, reproductible, de vouloir réaliser des efforts pour eux-mêmes, me paraît quand même modeste. Donc c'est un peu la problématique que je me pose à chaque fois que je vois un patient NASH, et j'en suis arrivé à la conclusion actuelle qui peut-être va vous choquer, mais je leur dis, vous êtes votre propre médicament, et je vous revois quand vous avez perdu un peu de poids. Merci de cette remarque parce qu'elle est constructive pour nous. Je te réponds en 2 points. Je ressens ça aussi. Du coup, les consultations vont quand même assez vite. On classe les patients, on leur conseille, voilà, votre facteur de risque, je ne vous l'ai pas redit là, mais vous le savez, les facteurs de risque de ces patients sont principalement cardiovasculaires, avant d'être hépatiques. Donc ce qu'il nous faut, nous, c'est de détecter la fibrose. Donc simplement de vérifier s'ils ont eu un FIB4 et éventuellement s'il faut faire etc. Et je leur dis, le généraliste prendra la suite également. Après, quand les médicaments pour l'hépatite C sont apparus, tous nos amis universitaires qui font des topos régulièrement nous disaient on va être inondés, on va plus savoir quoi faire dans les hôpitaux, on n'aura plus de place et finalement il ne se passe rien, quoi. Et moi en pratique, dans ma pratique, c'est pareil, ça perturbe pas trop mon quotidien d'avoir un peu plus de stéatose qu'avant. Donc c'est vécu plus ou moins différemment selon les autres, selon les uns les autres. Mais c'est une bonne remarque. Ça dépend du... Enfin, moi, j'en ai beaucoup en consulte. Donc, si on veut prendre le temps, parce que s'il commence à nous parler de diététique, donc ça prend beaucoup de temps et on n'a pas trop le temps. Mais si on délègue ça, c'est pas forcément fait. Donc, moi, je les envoie systématiquement au moins une fois chez la diététicienne pour qu'elle reprenne tout, parce que... On est d'accord. Mais je suis d'accord avec vous. Moi, je pense que la solution, c'est juste hôpital de jour, où on a tous les intervenants qui prennent en charge le patient sur une demi-journée. Sinon, oui, enfin, c'est mon avis.